bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Ariane Dirix. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'ILO, qui est une association qui s'occupe de sans-abrisme. Mais on va parler aussi de votre autre casquette, peut-être ancienne casquette, pas seulement ancienne, c'est de s'occuper de féminisme et de mouvements de femmes. Et c'est le jour, évidemment, pour en parler, hein, même si vous me direz qu'on ferait mieux d'en parler les autres jours également, mais on va quand même en parler aujourd'hui. Et l'événement de ce jour, en tout cas, c'est la grève, parce que c'est la première fois qu'il y a cette idée inédite d'une grève des femmes. D'abord, pour vous, est-ce que c'est une bonne idée de faire cette grève ? Oui, je pense que c'est une action symbolique qui peut réveiller un peu les consciences quand elles sont endormies. On voit bien que la question du féminisme, elle fait son chemin quand même tout doucement dans la société, même s'il y a encore énormément de combats à mener. Mais il faut, je pense, des moments comme ceux-là où on peut aussi alerter les citoyens et les citoyennes de tout le pays pour montrer que les femmes, elles sont trop peu souvent mises en avant. L'idée de la grève, c'est aussi rendre visible l'invisible. Le travail non rémunéré ou mal rémunéré, toute une série d'inégalités et de discriminations dont on ne parle pas assez ou dont on ne mesure pas suffisamment les effets. Et comment vous avez fait dans votre association, par exemple, pour organiser cette grève? Parce que ce n'est pas si évident que cela à organiser. Hein. Non, ça doit s'anticiper un peu, puisque pour faire grève, en tout cas pour permettre aux femmes de faire grève, eh bien, il faut, pour pouvoir assurer la continuité des services, et dans notre public c'est vraiment important, demander aux hommes de prendre le relais ce jour-là. Et donc, sur base de demandes de travailleuses qu'on a entendues, on a accordé à toutes les femmes de l'ILO, toutes les travailleuses, de faire grève aujourd'hui sur du temps de travail rémunéré. Et on organise du coup toute la journée des ateliers de sensibilisation pour que ces travailleuses de l'ILO puissent mieux comprendre aussi les mécanismes de discrimination, en parler autour d'elles, dans leur famille, mais aussi dans leur cercle professionnel, amicaux. Alors, il y a plutôt une sympathie vis-à-vis de cette grève des femmes, mais tout le monde n'est pas d'accord. Par exemple, la FEB a sorti un communiqué ce matin en disant qu'il n'y a pas de meilleur moyen, d'agir sur notre société que d'y prendre pleinement part. Et travailler en fait partie. Le recours à la grève n'est pas approprié. Outre que cette démarche prend le problème à l'envers, elle n'apporte aucune solution à long terme. De plus, d'un point de vue pratique et économique, le recours à la grève lésera les entreprises belges et les citoyens, en particulier les usagers des services publics. Alors, quelle réaction à la réaction négative ? Bon, alors on appréciera, on voit d'où vient effectivement l'idée, cette position. Dire que ne pas travailler, c'est ne pas prendre part à la société. Je pense qu'on ne peut pas renvoyer en tout cas cet argument aux femmes qui prennent pleinement leur part dans le travail, comme je disais, rémunéré, mais aussi non rémunéré. Les femmes, elles continuent quand même de prendre en charge la très grande majorité des tâches domestiques, des tâches familiales. Elles s'occupent des enfants, des aînés, des personnes handicapées. Il y a toute une série de soins aussi qu'elles apportent à la société qui ne sont pas du tout valorisés en termes de rémunération. Donc, un jour par an, leur accorder de revendiquer des droits, puisqu'elles font grève pour pouvoir aussi manifester. C'est pas faire grève pour ne rien faire et rester à la maison. La plupart d'entre elles vont être dans les rues aujourd'hui et dire très haut quelles sont les revendications qu'elles portent. Je pense que c'est important. Donc c'est utile. Oui, c'est très utile. Et à 17h, il y a une marche d'ailleurs qui est organisée, qui est un peu la marche traditionnelle, mais qui aura lieu au départ de la gare centrale. Mais le féminisme aujourd'hui, c'est quoi, Ariane Dirix? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'en 2019, le féminisme est différent du féminisme il y a 20 ans? Il y a toujours eu plusieurs formes de féminisme. Je ne pense pas qu'on puisse enfermer ce concept au singulier autour d'une seule idée. Il y a plusieurs manières de se penser féministe, comme il y a plusieurs manières d'être femme. C'est bien pour ça qu'on dit la Journée internationale des droits des femmes. Il a évolué, ce féminisme, tout au long des générations. Il se réinvente sans cesse. Dans le fond et dans la forme, il questionne en permanence les nouveaux sujets de société et il s'empare de questions qui aujourd'hui existent et qui n'existaient pas forcément hier. La question, par exemple, du voile, dont on parle beaucoup et beaucoup trop, on voit bien que c'est quelque chose qui divise parfois aussi dans la société, mais aussi au sein des courants féministes. Et c'est intéressant d'avoir des débats sur ces questions pour savoir qui montrent les nuances. Si c'est féministe de soutenir le port du voile, parce que c'est la liberté,
liberté? Ou au contraire, est-ce que c'est antiféministe parce que c'est un symbole d'oppression? Et justement, la religion, c'est un grand oppresseur des femmes, historiquement. Hein. Alors on a vu ce reportage sur Arte mardi, où l'on a révélé qu'au sein de l'Église catholique, des sœurs étaient abusées sexuellement. Il y a une manif cet après-midi devant l'ambassade iranienne, où là c'est une manif contre le port obligatoire du voile et du hijab. La religion, c'est un ennemi des féministes? Oui, oui, la religion monothéiste, en tout cas, a toujours été un des grands oppresseurs, en effet, avec la volonté de contrôler le corps des femmes, on le voit très très bien. C'est vrai dans toutes les religions monothéistes, c'est pas propre, comme on a tendance à le montrer aujourd'hui, à la religion musulmane. Et c'est vrai que c'est un sujet dont doivent s'emparer les femmes aussi, parce que je pense qu'il faut combattre toutes les formes de patriarcat là où il se trouve dans la religion, il se trouve partout ailleurs dans la société. Et on a l'impression que ce mot patriarcat ressort même un peu plus ces dernières années. C'est ça qu'on met en cause, plutôt que l'homme en tant que tel, c'est cette tradition du patriarcat. C'est un système qui a organisé toute la société, qui enferme les hommes et les femmes dans des rôles complètement étriqués, dans lesquels je pense finalement personne ne se sent à l'aise. Effectivement, je pense qu'on commence à comprendre ce que c'est le patriarcat, en quoi c'est lourd, en quoi ça ne permet pas d'évoluer pleinement, individuellement, en fonction de ses souhaits, de ses projets de vie. Ça veut dire que vous êtes favorable à un matriarcat ? Je suis favorable à un modèle de société qui accorde pleinement les droits à tous les individus, hommes et femmes, sur un modèle d'égalité. Le matriarcat, si on l'oppose au modèle patriarcal comme étant un système dominé par les femmes, ne me convaincrait pas plus que le patriarcat. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de parler de matriarcat pour comprendre qu'on est dans le patriarcat aujourd'hui. Il y a eu récemment, je pense, des réactions dans les médias à propos d'un événement international où on voyait exclusivement des femmes à la tribune, et ça avait choqué au point de provoquer toute une série de débats dans les médias. Mais ça, on voit bien que ça fait réagir, alors que quand c'est l'inverse, ça fait moins réagir. Alors aujourd'hui, faire du féminisme, c'est décider, par exemple, que les noms de rue seront plutôt des noms de femmes, parce qu'il y en a très très peu, globalement, dans les communes bruxelloises. C'est une bonne manière, ça, de... C'est une des bonnes manières d'agir. D'abord, ça permet d'accorder une reconnaissance à toutes ces femmes qui ont eu un rôle important dans la société, dans plein de domaines, dont elles ont été finalement occultées. Les femmes, dans l'histoire, n'apparaissent pas. C'est de nouveau invisibiliser leur action. Donc, c'est important pour la reconnaissance, mais c'est aussi important pour la symbolique. Il faut qu'il y ait des rôles modèles. Tout comme c'est important d'avoir des femmes dans des postes à responsabilité un peu partout dans les domaines de la société, politique, économique, dans les sports, etc., pour que des jeunes femmes s'identifient, eh bien, c'est important aussi d'avoir des noms de rues qui parlent du rôle des femmes dans la société. Alors, vous parliez de femmes rôle modèles, par exemple de femmes politiques. Il y en a 6 d'entre elles qui, dans la capitale aujourd'hui, lancent un appel pour qu'on tienne beaucoup plus compte des droits des femmes dans le monde politique. Ça doit être prioritaire, disent-elles. C'est Opaline Meunier qui a mené cette bande de 6 femmes. Est-ce que les politiques sont suffisamment mobilisées, ou sont-elles suffisamment mobilisées ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on n'est vraiment plus ni au niveau fédéral, ni dans les autres gouvernements, ni autres niveaux de pouvoir, dans un moment où les politiques accordent suffisamment d'importance à la question des droits des femmes. On a vu des avancées par le passé. Il continue d'y avoir des avancées, mais très très symboliques. Et quand il y a une avancée, il y a en même temps un recul. Il y a eu ces dernières années des mesures politiques catastrophiques au niveau de l'impact sur les droits des femmes, des mesures d'austérité qui ont remis au chômage des catégories entières de personnes, et principalement des femmes. Il y a des débats qu'on met dans la catégorie des débats éthiques, la prostitution, la GPA, sans se rendre compte que l'impact sur les femmes serait catastrophique. Il y a la réforme de la pension qui a eu des catastrophes, donc on oublie les femmes pour aussi. En tout cas, cette politique de gender mainstreaming et de gender budgeting qui voudrait que chaque mesure politique soit pensée en termes d'impact sur les femmes et sur les hommes n'est pas du tout appliquée. À chaque fois qu'une mesure est prise, elle devrait être pensée de cette manière-là, et ce n'est pas du tout le cas, on le voit bien, sinon on n'aurait pas les dernières mesures qui ont été prises par les différents gouvernements. Alors vous êtes responsable de l'ILO, je le disais, donc femmes et sans-abrisme, ça vous intéresse aussi. Il y a des derniers chiffres qui étaient assez inquiétants en matière de sans-abri à Bruxelles, donc il y en a de plus en plus, et de plus en plus de femmes notamment. Oui, il y a aujourd'hui, on estime environ 25%
de personnes sans-abri qui sont des femmes. C'est un chiffre qui cache une réalité plus grave probablement, parce qu'on sait que les femmes, avant d'arriver à la rue, avant de se résoudre à cette vie en rue que l'on sait difficile parce que la rue c'est hostile, c'est un territoire quand même encore fortement masculin. Donc on pense qu'il y a beaucoup plus de femmes en réalité qui sont en situation de sans-abrisme. Elles utilisent des réseaux informels, les amis, la famille, où elles trouvent toute une série d'astuces pour éviter la rue. Donc probablement que le chiffre officiel cache une autre réalité. Mais effectivement, il y a une augmentation du nombre de femmes en rue. On le voit à chaque recensement, le chiffre évolue. Mais plus globalement, le nombre de personnes sans abri, effectivement, grandit d'année en année. Il a plus que doublé en 10 ans. Oui, donc aujourd'hui, on dit qu'il y a plus de 1000 femmes dans la rue à Bruxelles, plus de 4000 Alors, dans la rue, pas forcément. Ah, oui. On les voit moins, en fait, que les hommes. Il y a environ 10% de personnes en rue qui sont des femmes. Les autres femmes sans abri sont dans des centres d'urgence, des maisons d'hébergement temporaire, dans des services d'abri de nuit, des choses comme ça, parce qu'elles savent que la vie en rue va être beaucoup plus difficile pour elles encore que pour les hommes. On sait qu'elles sont exposées à des violences. À peu près toutes les femmes qui ont vécu le sans-abrisme parlent de viol. Elles ont toutes vécu des violences extrêmement graves. Les violences conjugales, d'ailleurs, c'est la première cause de sans-abrisme chez les femmes. Et je dois vous arrêter là maintenant. Notre temps est terminé. Merci Ariane Dirick d'être venue nous expliquer tout cela. Dans les experts, je recevrai Kenza Yacoubi et Damien Thierry. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.